Tu sais que j'ai fait 2 entrevues, juste pour te dire avant de commencer. 2 entrevues, je t'ai rendu à 10-12 minutes, je n'avais pas pesé sur Rec. C'est tellement frustrant, puis tu dis aux gens, je suis désolé. Mais là, il est parti. OK, on y va avec celui-ci, comme ça. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bien le bonjour, bienvenue. Mon invité est un communicateur hors norme. Il a encore le feu sacré malgré les années passées dans le métier radiophonique. C'est une façon polie, André, de dire il a fait longtemps. Et la radio ne l'a pas guéri totalement. On aime encore ça, comme on l'a dit, on aime toujours ça. Est-ce que c'est un record chez Parents et amis de deux fois? Oui. OK. C'est le premier content. Puis de ce que je lis, de ce que j'entends, puis des commentaires que j'ai, André, si c'est une fois par mois, le monde ne se plaindra pas. On verra si on a des sujets d'intérêt. Si tu es assez gentil pour m'inviter, je serai certainement capable d'accepter. Les auditeurs vous ont beaucoup écouté, André, puis ceux qui l'ont fait savent que vous avez une passion pour l'aviation et l'aéronautique. Votre fils René est maintenant pilote de ligne chez WestJet. Moi, la première question, la première où on place tout, la curiosité sur les avions, ça vient d'où? Je ne le sais pas, mais je pense que si j'avais été un meilleur étudiant et si j'avais plus pensé à mon affaire, je serais peut-être devenu pilote. OK? J'ai suivi des cours de pilotage et je me suis tanné des choses qu'il y avait à apprendre. Et finalement, je suis devenu un journaliste intéressé par l'aviation et l'aéronautique. Durant le temps des années 70, quand je couvrais les faits divers en moto. Hein? En moto. Où ça? À Québec. Ben voyons. De 72 à 78, j'ai couvert les faits divers à Québec en veston, cravate, casque et moto. Mais par manque d'argent ou c'était quoi? Non, j'arrivais à 20 pompiers. En Europe, on voit ça, André, mais ici... Je l'ai fait. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait à Québec. Pour contourner les voitures, le trafic. Absolument. Si tu décides de te dépêcher, puis c'était pas une moto, là, c'était pas une chaise de barbier sur roue, là, c'était un Honda 250. C'était juste assez pour me déplacer partout où je voulais dans le Québec métropolitain, et j'arrivais avant les pompiers. Mais juste là-dessus, la moto, as-tu arrêté ça fini? T'as eu peur un jour? Ou... Ben, c'est comme dans l'aviation, on dit à un moment donné, il s'est fait peur. Et quand tu te rends compte qu'en moto, t'es désespérément à la merci des autres. Et même quand tu es dans ton droit, tu es mort pareil. Ouais. Et ça m'a arrêté. Mais je l'ai fait, puis j'ai le kick d'arriver à 20 pompiers, puis de couvrir large avec ça m'a... Et dans mon métier de fait divers, j'ai couvert beaucoup d'événements relatifs à l'aviation. J'ai couvert des accidents d'avion, nombreux, dans le parc des Laurentides en particulier. Je me souviens, dans le parc des Laurentides, on a fait une pierre deux coups. On est allé à la recherche d'un avion qui était tombé et on en a trouvé un deuxième qui était tombé depuis des dizaines d'années et qui n'avait jamais été retrouvé. Par hasard? Par hasard, on l'a trouvé dans le même secteur. Est-ce qu'il y avait encore des corps en décomposition? Il y avait des squelettes. J'ai toujours le souvenir du coroner, du médecin pathologiste avec une espèce de machette qui frappe sur un crâne, puis il le regarde sur tous les ans. Ah, ça, c'est une fille. Effectivement, on a retracé par la vie qui était cette victime-là. C'était des jeunes qui étaient partis en excursion de Québec pour aller à Chicoutimi. Des étudiants du Québec High School. Ils ont été portés disparus pendant près de 10 ans. Et à l'occasion d'une autre tragédie, on marche dans le bois et on trouve ça. Par hasard. C'est vrai que tu as fait du fait divers, je comprends bien. Ah, j'ai fait du fait divers. Moi, j'animais les nouvelles, mais je faisais les faits divers pas tout seul, mais quand j'avais une chance, j'y allais. Par intérêt? Par plaisir? Moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé... Il y a un kick d'arriver à 20 autres et de trouver la nouvelle à 20 autres. Ça se dément pas, ça. Donc, qu'est-ce qui vous amène à l'aviation et l'intérêt de l'aviation? C'est ça. Donc, l'aviation m'intéressait. Je me souviens que mes premiers vols commerciaux, c'était en 1967. J'étais embauché à Expo 67, une espèce d'hôtesse mâle. Et pendant 7 ou 8 samedis de suite, à la fin de l'hiver et au printemps, ils nous amenaient à Montréal pour du training qui commençait le samedi matin, qui finissait le samedi soir tard, et ils nous faisaient voyager en avion. Okay. Alors, je faisais Québec-Montréal sur les anciens Viscount d'Air Canada. Caroline. C'était des ça machines... traversait-tu, ça, l'Atlantique, Viscount? Non, ça ne traversait pas l'Atlantique, mais finalement, quand ils ont été vieux, on les a retrouvés en Afrique. Ils ont fini par se rendre, mais... quand tu veux traverser l'Atlantique avec un avion qui n'est pas capable de traverser l'Atlantique, tu fais des sauts de puce, tu fais... Halifax, mettons. Le Groenland,
l'Irlande, l'Angleterre, la France. Ça se fait en saut de puce. Par exemple, quand Bombardier livrait les CL-215, les bombardiers à eau, il y en a partout dans le monde. Ils ont fini par se rendre. Oui, mais à partie bout, là. C'est ça. Parce qu'habituellement, maintenant, c'est tout des réactés. Il n'y a pas de... À hélice, ça traverse. Ça a déjà traversé. J'ai traversé l'Atlantique avec un Hercule des forces canadiennes. Il a fait ça comme un saut de puce. Et boum, il met à même hauteur que les jets, même vitesse que les jets, le Hercule, dans le temps. Mais, effectivement, c'était différent. J'ai toujours, à la blague, moi, je suis toujours dit, dans le monde de la liqueur douce, là, il y a Coke et Pepsi, puis dans le monde de l'aviation, même si c'est des milliards et des milliards, c'est Boeing et Airbus. Pour les néophytes qui ne connaissent pas ça, comment ça se fait qu'il y a juste deux compagnies? J'ai dû me demander à André, il doit pouvoir m'expliquer comment sont nées ces compagnies-là. Il y en avait 4. OK. Bombardier est mort de son incompétence et de sa cupidité. Là, ils vont essayer d'avoir à nouveau de l'argent. Peut-être qu'au moment où on diffuse, c'est déjà fait. Je n'ai pas grand doute qu'ils vont l'avoir. Ils ont trop d'amis, ces gens-là. Mais Bombardier, il y avait Bombardier, il y avait Embraer au Brésil, qui était un majeur dans les avions plus petits. Oui. Un peu dans régionaux, qu'on appelle souvent? Oui, dans des régionaux, un peu dans le modèle de Bombardier. Bombardier et Embraer étaient des concurrents, comme Airbus et Boeing en sont aussi, mais c'est quand même majeur. Au Japon, il y a Mitsubishi qui fait de l'avion. Il en fait pas mal. Et il y a quelques autres compagnies comme ça. Mais si on prend les majeurs qui vont nous vendre des gros porteurs, on aura Airbus et Boeing. Puis les deux sont arrivés de façon bien différente. Airbus, c'est comme l'aérospatiale, puis tous ceux qui avaient construit le Concorde, puis tout ça, qui ont fini sous l'impulsion des gouvernements à se regrouper. Mais Airbus, c'est une compagnie européenne qui monte ses avions à Toulouse, mais qui fabrique les carlingues en Allemagne, qui fabrique les ailes en Portugal. Et c'est de cette façon. Boeing, c'est une compagnie américaine. Beaucoup plus vieille, de ce que je comprends? Beaucoup plus vieille. C'est la compagnie qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce sont les bombardiers de Boeing, les B-17, les B-24, qui ont l'appareil qui a lâché la bombe atomique sur Hiroshima et sur Nagasaki. C'était manufacturé par Boeing. Donc, Boeing a été d'abord et avant tout dans le militaire. Après la guerre, ils se sont dit qu'il faudrait bien continuer à faire des sous. Ils ont pris un de leurs bombardiers puis ils en ont fait un avion de ligne. Ils ont fait toutes sortes de choses à ce moment-là. Mais ils avaient aussi des concurrents. Il y avait Curtiss, il y avait McDonnell Douglas, il y avait d'autres compagnies. Et tranquillement, les plus petits se sont ralliés, ont été achetés par Boeing, qui est devenu le conglomérat nord-américain par excellence. Et Airbus faisait la même chose en Europe. Ça veut dire que ce qu'on voit moins, c'est le côté militaire. Pour une compagnie, mettons, en gros, là, André, mettons Boeing ou Airbus, parce que les deux en font du militaire, c'est-tu 50-50 ou c'est le civil? Moi, je dirais que c'est 70% militaire. Et bâtins. Là, tu m'étonnes. Parce que... En termes d'argent ou pas en termes de volume? En chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, parfait. Boeing fait dans le spatial. Boeing fabrique des fusées. Boeing fabrique des vaisseaux spatiaux. Boeing fabrique une trolley d'avions militaires. Et beaucoup des avions militaires de Boeing sont des avions civils adaptés. Comme Airbus, qui vient de sortir une machine, je pense que c'est le 400, le A400, qui est une machine militaire à hélice, puis qui est extraordinaire, là, une machine là, pour aller dans un pit de gravel avec un quadrimoteur là, sans difficulté. Est-ce que c'est la recherche militaire de ces compagnies-là qui amène les innovations dans le civil ou le contraire? Les deux. Les deux? Les deux. Parce qu'on disait, quand on parlait de la NASA, on disait toutes les découvertes scientifiques, André, ça sert après ça à l'économie américaine. Oui. Dans le cas de l'aviation, ça a joué dans les deux sens. Il y a des avions civils qui sont inspirés d'avions militaires et vice-versa. Okay. Par exemple, le plus grand succès commercial de l'aviation avant le 737, c'était le DC-3, le fameux DC-3, l'avion à Duplessis. Ouais. C'est un avion qui a, qu'on appelait, je crois, un C-47, qui a fait le débarquement de Normandie, qui a lâché les parachutistes à la grandeur de l'Europe. C'était le véhicule de l'invasion en Normandie. C'était le DC-3 militaire. Après la guerre, ils ont refait de l'intérieur, puis ils ont changé des affaires, puis c'est devenu un avion civil. Mais
la guerre a joué un rôle immense dans le développement de l'aviation. C'est curieux, je t'entends dire, ils ont refait de l'intérieur. En fait, je me rappelle d'être une fois, c'est une anecdote, mais je pense que ça va nous amener à discuter de quelque chose qui est probablement plus fréquent dans l'aviation qu'on peut le penser. Je me rappelle d'être allé dans le Grand Nord, dans un vieil avion, puis on me disait, ça, c'est un avion de la guerre, mais fais-toi-en pas, on a refait le moteur 3-4 fois. Puis là, je me disais, ça m'étonnait, mais il me disait, non, c'est normal dans l'aviation, tu as des vieilles carlingues, des fois de 50 ans, mais les moteurs sont mis à jour. C'est comme ça. Tu as déjà vu les Snowbirds? Oui. Qui font de l'acrobatie aérienne? Oui. Avec des avions Tutor fabriqués par Canadair en 1957. Aïe aïe. Puis on ne devrait pas s'étonner dans le monde de l'aviation? On remarque que dans le monde de l'aviation, les gens trouvent ça un peu ridicule parce que c'est des bazous qui vont pas vite, mais on est Canadiens, on a le droit d'être différents, mais c'est quand même des avions qui... Un avion, c'est éternel. Si c'est bien entretenu, ça n'a pas de fin de vie. Tout peut se changer. Ça rouille-tu un avion? Non. Okay. C'est en aluminium. Ça se corrode un peu, là, mais ça se répare. Il y avait eu le drame des Hercules de l'aviation canadienne qui s'était détérioré à vue d'œil parce que les militaires pissaient à côté de la bolle puis que ça avait corrodé le plancher. Ça, c'est une des folies. Le grand péril jaune? Ah, mon Dieu. Non, mais si tu veux chercher des histoires folles en aviation, tu vas voir du côté de l'aviation militaire canadienne. C'est fou. Un cirque. Allons un peu sur l'actualité parce que ce qui nous rattrape, c'est l'histoire de Boeing. On revient sur Boeing. L'appareil 737 MAX, lancé il y a 2-3 ans, 50 ans après le premier 737. Donc, c'est quand même un gros vendeur, on pourrait dire ça. Le gros vendeur de Boeing? Je crois que oui. Je crois que c'est le plus gros vendeur de Boeing et je crois que c'est le plus gros vendeur de l'aviation. OK. De l'histoire de l'aviation. Airbus un 320 qui est... Ça, les deux ennemis, là, d'un côté, tu as la série 737, ouais. Parce que ça va du 100 au 1000, 737, 100, 200, 300. Et à partir du 800, il y a des MAX. Bon, et de l'autre côté, tu as Airbus 320, 319, 321. C'est ça. C'est nez à nez. Là. Ça répond au même marché, c'est-à-dire le moyen courrier assez long. Le 737 peut faire Los Angeles-Toronto facile. Le 737 peut aller en Europe, mais à condition de partir d'Halifax, peut aller juste en Angleterre. Même chose pour le 320. Donc, c'est la même philosophie. Ça répond au même marché, hein, mais c'est deux philosophies d'aviation complètement différentes. Est-ce qu'on peut dire, André, qu'avant, on faisait des avions surtout pour l'autonomie, la distance qu'ils pouvaient faire? Puis là, aujourd'hui, on entend de plus en plus, il faut que ça coûte moins cher, il faut que ce soit moins pesant. J'ai l'impression que les préoccupations des constructeurs sont un petit peu... C'est-à-dire que quand ils changent la distance, ils changent la conception de l'avion. La reine du ciel, ça sera toujours le Boeing 747, mais il ne s'en fabrique à peu près plus, sauf pour le cargo. Le 737, avec ses 4 moteurs, est tellement dépensier ou... Non, 747, OK. 747, c'est pas ça que j'ai dit? Tu as dit 737, c'est pour ça. Excuse-moi, 747 oui. est tellement c'est un lourdeau, dépensier. C'est un lourdeau, c'est ça? Oui, mais c'est le plus rapide. Il n'y a pas eu d'avions passagers jet qui ont été plus vite que le 747. C'est un coup parti, il est parti, là. C'est une œuvre d'art. Okay. Sauf qu'avec ses 4 moteurs, il pompe. Il pompe beaucoup. Puis le coût du pétrole est maintenant devenu le coût numéro 1 des compagnies d'aviation. Avant, c'était les salaires de pilotes. Maintenant, c'est le fuel. Bon, revenons au 737 MAX. 2 accidents, 2 crashs successifs du modèle MAX. Aucun survivant. Boeing est dans une crise, la pire, dit-on, de l'histoire de l'aviation. Première question, M. André, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en faisant évoluer son avion, le 737, Boeing est arrivé à un palier où ils ont eu à leur capacité d'acheter, ils ont été capables de magasiner dans les moteurs et ils ont trouvé un moteur de dernière génération qui est extrêmement économique et puissant. Et ils se sont dit, on va continuer à modifier nos 737 parce que c'est une formule gagnante. Non. Et le but d'une compagnie d'aviation, c'est d'avoir 2, 3 ou 4 modèles d'avions dont la formation de pilote s'équivale. Ça veut dire que si un pilote passe du 737-700 au 737-800 au 737 MAX... Il est à l'aise. Il n'y a pas besoin de mise à jour. De faire une formation spéciale. Puis former un pilote pour un type d'avion, on parle de plus de 100 000 $ de coût, ne serait-ce que les simulateurs. Bon. Donc, ils se disent, comment est-ce qu'on pourrait modifier notre 737 avec notre nouveau moteur qui va être plus économique, qui va lui donner des performances supérieures, qui va nous permettre d'allonger l'avion un petit peu.
puis que les pilotes vont quand même être capables d'embarquer dedans, puis dire, OK, on tourne la clé, puis on part. Ouais. Et là, ils se sont aperçus que leur problème, c'était que le nouveau moteur est gros et que leur avion est bas. Ils ne peuvent pas étirer le train d'atterrissage parce qu'il ne rentrera plus. Donc, il fallait trouver une façon de placer ce moteur-là en dessous de l'aile de telle manière qu'il ne frotte pas à terre. Donc, la seule façon, c'était de l'avancer un peu en avant de l'aile pour pouvoir lui donner un peu de hauteur. Si vous regardez un 737 MAX, vous allez voir, c'est surprenant, le moteur est un peu plus haut que le bord d'aile. Le haut du moteur est un peu plus haut que le bord de l'aile. Alors, on dit, merveilleux, ça rentre là. Sauf qu'ils ont fait les tests, ils ont fait les calibrations, et ils se sont rendus compte que ce moteur-là, quand on met toute la gomme, a tendance à lever le nez de l'avion de façon spectaculaire, et que les systèmes automatiques de l'avion doivent compenser ou les pilotes doivent compenser. Pour réussir cet exploit, ils ont mis dans le pilote automatique, dans le système du Boeing 737, un dispositif qui dit si le nez est exagérément élevé, l'avion va se le baisser tout seul. OK. Et ça, c'était basé sur ce qu'ils appellent la mesure d'angle d'attaque. C'est comme une petite aile d'oiseau qui est sur le bord. Ça a à peine à l'arrière ou à l'avant, ça? À l'avant. Ça a à peine 10 pouces de long. OK. Puis ça peut tourner. C'est comme une petite aile d'oiseau qui est collée par l'avion. Dépendant que le nez est en haut ou en bas, l'aile d'oiseau s'incline et dit au pilote, mais là, t'es 10 degrés le nez en l'air, là, t'es 10 degrés le nez en bas. Il faut que tu le saches. Et ils ont dit, si jamais cet appareil-là détecte un nez en haut qui est dangereux, le système MCAS va lui baisser le nez. Tout est simple. Facile. Jusqu'à temps qu'une des petites ailes d'oiseau soit défectueuse. Et comme il n'y en avait pas deux, contrairement à la tradition dans l'aviation, qu'il y a jamais une affaire, il y en a toujours deux, au coqueux, il y avait seulement un détecteur d'angle d'attaque. Et quand il est tombé en trouble, parce qu'il y a une mauvaise batch apparemment qui a été mis là, le système a dit, t'as le nez en l'air, on baisse le nez. Il n'y avait pas le nez en l'air, il est tombé. Oh, OK. C'est ça qui est arrivé. Mais, à ce moment-là, on dit, oui, mais il y a des pilotes en avant de ça. Et là, c'est toute la philosophie Airbus contre Boeing. OK. Airbus fait des avions qui devraient voler tout seul, puis où le pilote peut être vraiment pas futé. Boeing fait des avions pour des pilotes qui ont ce qu'on appelle le airmanship, des pilotes qui volent, qui savent voler. Et quand tu prends un pilote qui est habitué d'opérer un petit bureau avec un pilote automatique et que tu lui mets une machine de dizaines de tonnes ou presque dans les mains en disant « conduis-les donc si tu es capable ou atterris-le », il y a des pilotes qui sont capables, il y en a qui ne sont pas capables. Et là, il y a quelque chose d'un peu horrible qui se dit dans le monde de l'aviation. C'est les tragédies sont arrivées en Indonésie et en Éthiopie. Pourquoi ça n'arrive pas en Amérique, ça n'arrive pas en Europe? Ces avions-là volent à ce moment-là, les 737. Partout, c'est un succès commercial écœurant, le MAX. OK. Comment ça se fait que... Oui. Bon. Et partout ailleurs, on s'est rendu compte qu'à chaque fois que le MCAS a fait l'imbécile, les pilotes, par leur simple réflexe naturel de pilote professionnel, ont corrigé par une manette qui est à leur pouce droit, puis ensuite avec une manivelle qui est à leur main gauche, s'ils sont copilotes, ou le contraire, s'ils sont capitaines. Ils ont corrigé, puis après ça, ils ont débranché l'appareil, puis ont continué de voler à la main. Dans le cas de l'Éthiopie puis de l'Indonésie, apparemment, les gars sont pas arrivés à maîtriser la machine avec les réflexes normaux d'un pilote qui est habitué de voler. Parce que l'informatique faisait défaut, fait que ça les a pris de court. Ils cherchaient l'automatique, eux autres. Ils cherchaient l'automatique. Regarde, on a toute une blonde qui n'est pas capable de conduire à clutch, là. Hein? Oui. Hein? Bon, alors, c'est la même chose. Il y en a qui sont capables, il y en a qui ne sont pas capables. Là, la ballonne a gonflé et on s'est aperçu que le MAX était dangereux. On a retiré tous les MAX de la circulation. On a arrêté ensuite la production des MAX, puis on a cherché la petite bête, puis on l'a trouvé. On a trouvé d'autres affaires qui peut-être ne sont pas correctes, qu'il faut maintenant réparer. Puis même si on a réparé ici, il faut réparer ça, ça ne finit plus. Et là, on s'en va dans un mur dont personne ne parle. C'est qu'en 2 ans, il y a des centaines d'avions MAX qui sont remisés n'importe où, n'importe comment. À Trois-Rivières, il y a 24 MAX d'Air Canada
dans le banc de neige. Voyons. Il faut y parquer à quelque part. Ils peuvent pas le laisser sur les pistes. Il n'y a pistes. pas de hangar pour tout mettre ça à quelque part. Donc, ils les ont mis sur les stationnements de l'aéroport de Trois-Rivières. Ils ont loué du stationnement. Mais là, depuis ce temps-là, il neige, il pleut, il grêle, il fait chaud, il fait frais, verglas, n'importe quoi. Mais pourquoi le continuer à construire? Il n'y avait pas le choix parce qu'il est engagé. Il y a des commandes. Ils vont être livrés, ces avions-là. Là. Puis en plus, ils ont 10 000 employés ultra spécialisés. Ils ne veulent pas les perdre. Non. Puis de jour en jour, on se dit, mais ils vont finir par nous laisser voler. Quand on va pouvoir voler les 737 MAX, c'est là qu'on va découvrir qu'il y a peut-être des souris à quelque part, qu'il y a peut-être des tuyaux qui ont gelé, qu'il y a peut-être des problèmes qui se sont développés pendant 2 ans de stationnement au cas de vent. C'est pas tout le monde qui peut aller les stationner en Arizona où condition pas pire, l'humidité est à moins de 10 %, puis où le soleil plombe, puis où il n'y a rien de... La seule chose qu'il peut avoir, c'est un serpent à sonnette le long d'une roue. Mais là, on va voir ce problème-là qui va s'en venir. Là. Pour le 737 MAX, André, est-ce qu'on peut dire que Boeing a été poussé par la concurrence parce qu'il y avait de la concurrence qui arrivait, avec des avions plus légers, plus rapides, plus ci, plus ça? Fait que j'ai comme l'impression qu'ils ont tourné coin rond en québécois. Là. Est-ce qu'ils ont tourné les coins ronds ou ils ont fait confiance à l'airmanship des pilotes des compagnies à qui ils vendaient ça? Mais ils ont certainement été très arrogants en n'informant pas les pilotes de ce système-là. Ça, c'est épouvantable. Regarde ça, il mérite un coup de pied dans le cul. Ça n'a pas de sens d'avoir Plusieurs pilotes l'ont dit sous le sceau de l'anonymat aussi. Oh. On ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a eu des défaillances, j'ai bien compris, en test de vol, comment on appelle ça? Oui, en test de vol. En test de vol, ils disaient il y a des choses qui sont curieuses. Puis quand les pilotes disent, moi, ça me fait peur, peut-être que c'est un monde qu'on ne connaît pas, là, mais on a avisé nos supérieurs, puis il n'y a pas eu de suivi. Effectivement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Il y a eu des cas où les pilotes, par leur formation, habileté, professionnalisme et compétences, ont fait face à des situations, les ont maîtrisées. Mais après ça, ils ont dit, mais c'est où ça dans le livre? C'est pas dans le livre. Oh! D'ailleurs, la plupart des compagnies aériennes n'avaient pas jugé bon d'informer les pilotes de la création de ce système-là parce que c'était un système à toute épreuve. Automatique. Qui était automatique, qui empêchait l'avion de tomber et qui a été victime d'un petit dispositif comme une petite aile d'oiseau le long du nez de l'avion qui dit si le nez est en l'air ou si le nez est en bas. De ce que tu dis, André, est-ce que je comprends qu'un pilote expérimenté, habitué à toutes sortes de situations, parce que ça arrive dans les airs, quand il voit quelque chose qui ne marche pas, soit qu'il débarque le système, soit qu'il embarque sur... Mais normalement, donc, autrement dit... Ça arrive à tous les vols. C'est ça, donc... À tous les vols, il arrive de quoi d'imprévu. À tous les vols, il arrive un équipement qui peut faire défaut ou au sujet duquel on a un doute. C'est pour ça qu'on les paye plus cher des fois que le président de la compagnie aérienne. C'est parce que leur formation, leur professionnalisme les amène à bien réagir. Mais dans certains pays... on n'a pas ce niveau de qualification et c'est dans des pays comme ça qu'on a eu des accidents récents. Puis, en plus, si tu cherches la petite bête, tu vas toujours le trouver. Airbus a des problèmes énormes avec l'empoisonnement des équipages par l'air qu'ils respirent. Personne n'en parle. Dans le monde de l'aviation, on sait que les moteurs, les jets, pour un avion, c'est un ballon. Plus il monte, plus il faut le gonfler pour que les gens respirent comme s'ils étaient à terre. Parce qu'à 40 000 pieds, tu survis 30 secondes si tu n'as pas d'air. Donc, il faut gonfler l'avion pour que toi, ton corps pense que tu es à terre, mais dans le fond, tu es à 40 000 pieds où il faut être. Ce qu'on appelle la pressurisation? La pressurisation se fait OK. Dans un moteur de jet, jusqu'au dernier, là c'est changé, mais dans un moteur de jet Airbus, Boeing 737, la première partie du moteur, c'est un compresseur. La deuxième partie du moteur, c'est des brûleurs à l'huile. Et la troisième partie du moteur, c'est une hélice qui tourne pour faire tourner le compresseur qui est en avant. Pendant ce temps-là, les exhausts en arrière poussent l'avion. OK, on se comprend? Oui. Dans la première partie en avant, le compresseur, il y a des sorties d'air qu'on appelle le bleed, le segment du moteur. OK. Qui est utilisé pour gonfler la cabine, actionner différents systèmes, parce que ça sort à une pression extraordinaire. Ça peut être je sais pas, je dis ça comme ça, mais des centaines de livres au pouce carré.
la pression qui sort de là. Et c'est utilisé. Sauf que il y a certains moteurs d'Airbus qui développent sur les seaux de l'hydraulique et de l'huile à moteur des fuites. Et il y a des vapeurs de ces fluides-là, qui sont des fluides dangereux, qui sont amenés dans le bleed air, dans la cabine, principalement dans le cockpit en avant. Dans le cas du Boeing 737, il n'a pas ce problème-là. L'alimentation en bleed n'est pas la même. Mais dans le cas de certains Airbus, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été rendus incapacités permanentes jusqu'à la fin de leur jour, parce que, et c'est une odeur qui ne trompe pas. Si jamais vous êtes dans un avion et que ça sent les petits pieds, les pieds sales, c'est pas parce que votre voisin a oublié de prendre sa douche, c'est parce que le moteur a commencé à manger son huile de lubrification. C'est surtout Airbus que ce problème-là? C'est seulement Airbus jusqu'à maintenant que j'ai entendu. Peut-être qu'il y en a ailleurs, mais moi, je l'ai entendu Airbus. Il y a un capitaine d'Airbus, je pense que c'est British Airways, mais une compagnie britannique, qui a viré fou au point qu'il est parti en congé de maladie, puis il a fait un hold-up dans une banque, puis on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Complètement capoté. Après avoir respiré ces gaz nocifs qui viennent de la turbine du moteur. Ça n'arrive pas à tous les vols. Non, je comprends. Et ça met tout le monde en alerte. Puis il y a des poursuites énormes de ça, des syndicats de pilotes en Europe. Donc, ça nous montre que Boeing a des problèmes, mais Airbus aussi. Tout le monde a des problèmes. Regarde, Ford, Chevrolet, n'importe quoi. Regarde, Airbus 320, Boeing 737, c'est comme autrefois un Crown Victoria et un Chevrolet Caprice. Oui, c'est semble. Mais d'ailleurs, ça m'amène à la question, tu sais, dans le monde de l'auto, parce que ton exemple est bon, tu sais, entre une BM, mettons, puis un Dodge, on sait que la BM est mieux construite. On n'est pas obligé d'être d'accord, le prix, puis tout ça, mais tu sais que c'est pas la même chose. Mais moi, quand je regarde Airbus et Boeing, j'ai l'impression que c'est deux sœurs qui font la même affaire. Pour un pilote, pour qu'un connaisseur comme toi, mettons, y a quelqu'un qui peut dire, moi, j'aime bien mieux conduire un Boeing ou c'est la même affaire? Les pilotes qui sont pilotes vont aimer mieux conduire du Boeing. Les pilotes qui sont plus informaticiens vont aimer mieux voler du Airbus. Le Airbus a un ordinateur dictatorial. Rappelez-vous le pilote-chef de Air France, M. Asseltine, qui un jour, avec le premier Airbus 320 d'Air France, est allé donner une démonstration devant un spectacle aérien, quelque part en Lorraine ou en Alsace, puis il est rentré dans le bois. Vous rappelez-vous de ces images-là? On voit l'avion qui fait une passe, il n'est jamais capable de remonter, puis très, très, très haut niveau. Ah, oui, oui. Il descend dans les arbres, puis à un moment donné, tu vois la boule de feu, là. La compagnie, Airbus et Air France ont mis ça sur le dos du pilote. Le pilote, lui, a fait un argument, je ne sais pas où c'est rendu, mais il a fait un argument en disant « Hey, l'avion ne me laissait plus piloter. L'avion a pris le contrôle. » Oh! Ah, tiens, il y a ces deux philosophies bien différentes. Si vous vous asseyez dans le siège d'un pilote de Boeing, vous allez voir, il y a un guidon. Les guidons, là, ça ressemble à des poignées de bicycle là, devant vous. Si vous embarquez dans un Airbus, il y a une petite table avec un ordinateur. Puis à droite, il y a un joystick ou à gauche... Comme un jeu vidéo, là, quasiment. Comme un jeu vidéo, c'est avec ça. Ah, mais c'est deux mondes, là. Mais est-ce à dire, par exemple, ton fils René qui est avec WestJet, il passe-tu de Boeing à Airbus, lui? Non! S'il le faisait, ça serait une réqualification. Il faudrait qu'ils suivent les cours. Ils peuvent pas switcher de là. Non, les compagnies... D'ailleurs, la sécurité dit qu'un pilote d'un type d'avion, il reste sur ce type-là jusqu'à temps qu'il se qualifie sur un autre. Ils ne peuvent pas passer d'un avion à l'autre du jour au lendemain. C'est quoi le temps de qualification à peu près? Je dirais que pour arriver sur un nouveau modèle, ça doit être quelque chose comme 2 à 4 semaines de cours théoriques. Puis ensuite, plusieurs dizaines d'heures en simulateur. Est-ce que tu sais qu'un pilote nouvellement formé sur un avion, la première fois qu'il va mettre son cul dans cet avion-là avec des passagers en arrière, OK, ça va être la première fois qu'il pilote cet avion-là? Pas du tout. Il n'a jamais piloté ce même avion-là une seule fois avant de le faire avec des passagers en arrière parce que le simulateur est tellement perfectionné que les heures en simulateur comptent pour des heures de vol. Tellement c'est réaliste. L'as-tu déjà essayé, André? Non. Ça te tente pas? Ben, 1 heure de simulateur, c'est des milliers de dollars. T'as pas un petit non, compteur? j'ai pas de haine. Et d'ailleurs, les simulateurs,
Je sais que les pilotes doivent se requalifier à tous les 6 mois, passer un test. Mais c'est encourageant de savoir ça, André. Avec des urgences qui leur sont présentées, le feu dans le moteur, puis Okay. tout arrive durant ça, là, sur simulateur. Ces simulateurs-là sont tellement précieux parce qu'un simulateur de Boeing 737 coûte plus cher qu'un Boeing 737. Ben voyons. Oui. Et quand ils en sortent, ils sont pleinement qualifiés sur le type d'avion dont ils viennent de conduire le simulateur. Donc, ça se fait pas en 2 semaines. Je comprends bien que c'est des heures et des heures. C'est des dizaines d'heures. Et c'est tellement utilisé que le simulateur, c'est 24 heures par jour. Un pilote peut être cédulé pour une requalification à 2 heures du matin. Parce que c'est à 2 heures du matin que le simulateur va être libre. Ça n'arrête pas, là. Ça veut dire que si je te demandais qu'est-ce que les pilotes aiment mieux, pas la compagnie, mais quel type d'avion il aime mieux conduire, tu vas me dire ça dépend du pilote. Parce que s'il est cow-boy un peu, il va aimer mieux faire des... Il y en a qui quittent des avions de ligne, qui s'en vont pour des avions de brousse ou qui s'en vont dans le Grand Nord parce qu'ils ont dit on vole à vue, j'aime ça, mettons. D'autres qui, au contraire, vont dire moi, là, le vol idéal, parce que j'allais te poser la question sur le vol idéal, c'est un Montréal-Athènes. J'adore ça. J'ai du temps. Mais pourquoi? Il y en a peut-être d'autres qui vont dire que c'est plate, ces vols-là, tu fais rien. Il n'y a pas deux pilotes pareils, mais je te rappellerai qu'il y a un avion qu'on a vu beaucoup à Québec au long des années, c'était le DC-9 d'Air Canada. Mm-hmm. Air Canada, quand les Viscount sont disparus, les jets DC-9 sont arrivés, puis ils ont grossi. Puis DC-10 après. Mais DC-9. DC-9 surtout. DC-9, okay. deux moteurs dans la queue élevée en arrière, les choses en V. C'était pour les pilotes un char sport. C'est comme avoir une Ferrari. OK. C'était agréable, la performance, ils pouvaient faire des choses, ça répondait bien et tout. Qu'est-ce qu'un pilote va préférer? Je serais porté à dire qu'il va préférer l'avion le plus gros parce que c'est souvent le plus gros salaire. Ah oui? Oui. C'est lié à la responsabilité du nombre de personnes? Oui, sur certains types d'avions. Un pilote de Airbus 380 ou un pilote de 747 est certainement beaucoup mieux payé qu'un pilote de 737 ou d'Airbus 320. Est-ce qu'on peut penser que plus un avion est assisté, électroniquement parlant, plus le passager va être confortable? Pas réellement. J'ai l'impression que s'il pilotait à mitaine, on brasserait plus dans le ciel qu'automatique. Pas nécessairement. OK. Je te rappelle que au moment où le DC-10 et le Lockheed 10-11 se faisaient concurrence, c'était 2 avions qui étaient identiques par le fait qu'ils avaient 2 moteurs sous les ailes et un moteur dans la queue. Et le DC-10, c'était une charrette qui flottait dans le vent, qui pognait dans le vent, tandis que le 10-11, c'était comme une flèche. Tu allais en Europe en 10-11, tu sentais rien. Ça n'a pas rapport avec le type de... Ça a rapport avec la superficie des ailes, enfin, toute la science de l'aérodynamique. Okay. Puis en même temps, quand tu dessines de quoi, des fois tu fais un beau dessin, puis quand tu dessines de quoi, des fois tu fais un moins beau dessin. J'ai aucune idée de la marge de prix d'un avion. Un avion de ligne, grosso, là, mettons, prenons un gros vendeur comme un 321 ou un 737. Je serais embêté, mais... À peu près? Les compagnies qui l'achètent doivent les payer un peu moins de 100 millions par avion. Peut-être un peu moins. Ils ne payent pas le prix dans vite, là. Donc, il y a des rabais là-dedans. Et un très, très, très grand nombre d'avions de ligne sont loués. Il y a des grandes compagnies qui font commerce de la location. De se faire fabriquer des avions puis ensuite de les louer. Ce qui permet un roulant quand une compagnie est allé au bout là, d'un avion, le locateur le reprend, il joue avec un peu, il change des affaires, puis il peut le louer à quelqu'un d'autre. Je pense que Transat fait ça, entre autres, il loue. Transat a loué longtemps des avions. Ça, c'était plus causé par le fait qu'ils avaient été mis en péril financier par la maladresse de certaines personnes, dont un est peut-être même devenu premier ministre. Mais... je pense que Transat a fait une gaffe monumentale au point de vue financier au long des années. C'est qu'un jour, ils avaient peur que le prix du gaz monte. Ils ont signé un contrat sur des années à un prix fixe.
puis le pétrole a baissé. A baissé. Fait que ça leur a coûté... Il y a quelqu'un qui a payé pour ça, probablement les passagers. Ils ont mangé le bas. Hein. Dis-moi, André, le nombre de vols qui est en progression fulgurante, parce que les Chinois se sont décidés à vouloir voyager, les Indiens aussi, il y a une classe moyenne qui grandit. Dans des pays d'1 milliard, on comprend que ça n'en prend pas tant que ça pour que ça fasse une différence. Alors, est-ce que c'est des défis majeurs? Est-ce que ça touche même l'aviation, ce qu'on voit au restaurant du coin, ce qu'on voit au dépanneur du coin? Ils n'ont plus de monde pour faire la job. Est-ce que le défi d'avoir des pilotes qualifiés, moi, ça me fait peur d'un sens, parce que je me dis, j'espère qu'on me dira pas, ben là, on peut se qualifier avec dans le bois de Greg Jack parce qu'on a besoin. Ouais. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, que le Canada, au cours des 5 prochaines années, aurait besoin de former entre 7 et 10 000 pilotes. Oh! Et ça n'arrive pas, présentement. Le mystère, c'est qu'il y a une pénurie, puis c'est la même chose dans bien d'autres domaines. Oui. Il y a une pénurie de personnel et les salaires ne montent pas. Ça, pour moi, c'est un mystère. Puis, parce que pour former un pilote qui va être capable de prendre les commandes de l'avion que tu veux aller en Europe avec, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vient juste de débarquer d'un Cessna. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a plusieurs écoles de pilotage au Québec qui se spécialisent dans la clientèle chinoise. En particulier Carguer à Saint-Hubert, qui avait eu un accident. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, les 2 Cessna qui s'étaient frappés, puis il y en a un qui était tombé sur un centre d'achat, là, oui. les promenades Belleuil ou les promenades machin. Là. Bon. Saint-Bruno, je pense, dans ce coin-là. Promenade Saint-Bruno, oui. Excuse-moi. Ces gens-là forment des pilotes pour le marché chinois. Il y a des jeunes qui sortent de là, sur un Cessna, avec 100 heures de vol, puis qui se ramassent sur le siège de droite d'un Airbus la semaine d'après en Chine. Puis il ne faudrait pas avoir peur de ça? Il faudrait avoir peur de ça. Je pense à Yvan Méville-Deschênes qui avait dit quelque chose d'extraordinaire un jour. Embarque jamais dans un avion que tu n'es pas capable de prononcer le nom de la compagnie. Tu viens de parler du pilote de droite. Moi, je veux qu'on parle du cockpit, pas nécessairement les pitons, il y en a beaucoup. C'est mais un bureau. Ouais, c'est ça. En même temps, probablement que je parlais à ton fils, il dirait, Gilles, ça t'énerve, là, mais les 4-5e, je touche jamais les pitons. Ça se met à clignoter, me regarder, mais c'est ça un peu? Non. Mettons qu'on veut résumer, c'est pas ça pour tout. Bon, mais parle-moi-en de bord. Rien que de réveiller un avion le matin, là, c'est presque 1 heure de travail. Et la façon, il y a une géométrie des pitons, que je ne peux pas te dire dans les détails, mais qui fait en sorte que la main main dans le tableau de bord suit une logique. C'est qu'on commence ici, puis on va là, puis on descend là. On part de la gauche, on fait un rond vers la droite. C'est ça, ouais. Ils appellent ça un flow. OK. Mais non, c'est complexe. Et en plus, il y a plus... Avant, il y avait des petits cadrans ronds de même, comme des grosses montres qu'il y avait dans le tableau de bord. Maintenant, c'est des écrans de télévision qui leur présentent l'information dont ils ont besoin à ce moment-là. Puis il y a toujours un pilote volant puis un pilote mais les regardant. deux sont qualifiés de la même... Les deux... OK, les deux peuvent conduire. Piloter, excuse. 50% du temps, c'est un. 50% du temps, c'est l'autre. Supposons qu'ils partent, ils font Québec... Mais pourquoi il y en a un qui est capitaine? Votre capitaine, c'est lui, puis l'autre... Parce que ça prend un seul maître à bord après Dieu, mais maintenant, ils se sont rendus compte que la trop grande autorité de certains capitaines avait causé des écrasements parce que le copilote voyait des choses, puis il n'osait pas parler. Bon. Maintenant, ils appellent ça le cockpit management, c'est-à-dire une façon de communiquer. Si un copilote, même junior, voit un capitaine faire une erreur et ne lui signale pas, il est aussi coupable. OK. Maintenant, c'est devenu une responsabilité partagée. Mais quand ils partent, ils alternent. Il y en a un qui vole, la prochaine étape de la journée, c'est l'autre qui vole, c'est un, c'est l'autre. Et règle générale, le premier vol du jour, c'est le capitaine. OK. Tu t'as dit Dieu tantôt, un peu à la blague, mais je comprends qu'il y a un rôle suprême. Je me rappelle que les employés dans les avions, parce que nous, on est plus dans l'avion, nous disent, mettons, on attend quelqu'un, puis ça taponne, puis on attend quelqu'un. Ils ont dit, fais-toi pas. Si le pilote se tanne, on va partir. C'est lui qui décide, c'est lui qui prend la décision. Là, je voulais te demander jusqu'à quel point c'est vrai qu'il, lui, peut décider, on part, on ferme la porte, je vais être en retard, ou on attend, on sort les valises. C'est lui qui décide. À partir du moment où les roues ne touchent plus au sol. Avant ça, OK. C'est le dispatch, le crew management. Le gars qui monte avec son habit jaune, qui rentre, là, qui vient jaser. Oui, là. tout le monde. OK. Il y a toutes sortes de responsabilités qui s'exercent.
Par exemple, est-ce qu'on part maintenant? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on fait telle réparation ou si on la fera à l'autre étape? Et okay. Ça se décide avec le bureau. Chaque compagnie, ils ont toutes les facilités de communication écrites et parlées avec leur bureau n'importe où. Dieu, c'est dans les airs. Donc, tu me dis, Dieu, c'est dans les airs. Aussitôt que les roues ont quitté le sol, le capitaine peut faire ce qu'il veut. Sortir, s'il trouve que des fois on a entendu ça, on atterrit plus vite parce qu'il y a un énervé en arrière qui est souple, qui dérange tout le monde, il est dangereux. C'est le capitaine. OK, puis il sait que ça coûte de quoi arrêter, là. L'imbécile, il y a quelque temps, qui s'est levé dans un avion de WestJet, il a dit, moi j'ai la grippe chinoise, là. Tu sais, le maudit fou, là, qui voulait faire une vidéo pour mettre sur son site Internet, là. Ben, lui, d'abord, il a été accusé de méfait, il va passer en cours criminel. Puis WestJet va lui envoyer probablement un compte d'environ 250 000 $ pour le détour qu'il a fait faire. Là. Oh. Mais c'est le capitaine qui décide. Toujours le capitaine qui décide. On va parler d'un long vol. Qu'est-ce qu'ils font, les pilotes? Parce que tu dis qu'ils travaillent beaucoup avant de partir. Mais ils dorment? Ils dorment. Sur les très, très longs courriers, il y a parfois 2 équipages avec une chambre à coucher cachée à quelque part que tu vois comme pas. Dans les grosses vannes? Oui, comme mieux que dans les grosses vannes. Mais sur un vol, mettons Air Canada, Montréal, Los Angeles, qui va durer aussi longtemps que Montréal-Paris. Okay. À un moment donné, il y a un des 2 pilotes qui va dire « Je ferme l'œil ». L'autre, ils font pas ensemble. Mais non. Et on me dit qu'ils développent la même chose que les policiers la nuit. C'est que oui, ils vont fermer l'œil, mais si on leur parle, ils s'en aperçoivent instantanément. Il y a comme une deuxième nature qui s'installe et qui leur permet d'entendre ce qui les concerne et pas entendre ce qui ne les concerne pas. Parce que ça placote sans arrêt dans leurs écouteurs. S'ils sont une dizaine d'avions dans la même zone parlant au même contrôleur... Ils entendent toutes les conversations? Toujours. Et c'est très important. C'est très important parce que si quelqu'un fait une erreur, il faut que ceux qui entendent s'en aperçoivent en disant « Hey, il vient de l'envoyer à la même place que moi, lui-là. » Est-ce pendant qu'on en parle, nous, dans notre petite fenêtre, ça arrive qu'on voit un avion plus bas ou plus haut, tu sais, quand il est à 35 000 pieds, mais les pilotes doivent avoir bien plus que nous autres. Ah, sans arrêt. C'est ça, hein? Ils voient, ils savent. Je croirais même des fois, ils se disent bonjour puis ils se parlent, mais ils savent que l'autre s'en vient à 1000 pieds plus bas ou à 1000 pieds plus haut, mais on dirait qu'il s'en vient dans leur face. Et ils ont un appareil qui s'appelle le TCAS, les ordinateurs des 2 avions se parlent où je suis, à quelle hauteur, à quelle vitesse, constamment. Et si jamais il y a un conflit, il y a le TCAS de un va lui dire de monter, le TCAS de l'autre va lui dire de descendre. Puis ils ne discutent pas, ils le font, ça marche. C'est un ordinateur dans chaque avion qui a toutes les informations quant à la position, la direction et la vitesse. Les contrôleurs aériens, est-ce qu'ils sont au-dessus de Dieu quand c'est dans le ciel? Non, c'est de l'information qu'ils donnent, eux autres, dans le fond. J'essaie de voir le rôle. C'est un chef d'orchestre. Mettons, moi, je pars de Montréal, puis je monte vers la Côte-Nord, je m'en vais à Paris, OK? Là, il y en a un, peut-être, il y en a-tu un sur la Côte-Nord qui va me parler? Bon, alors, Montréal va te parler. L'aéroport de Montréal va te parler. Ensuite, le centre de Montréal, qui est dans un bunker à Saint-Laurent, à Ville-Saint-Laurent, qui ne voient même pas dehors. Tout ce qu'ils ont, c'est des écrans. Il va te prendre en main. Et lui, il va te donner à un contrôleur qui est à Moncton. OK. Moncton Center va te parler pendant un bout de temps. Puis ensuite, Moncton Océanique va t'envoyer sur l'océan. Puis parce qu'une fois sur l'océan... C'est-tu Gander, ça? Tu parles, non? Tu parles pas à Gander, à ce moment? Gander, ça, c'est à Terre-Neuve. Ça, c'est si tu manques de fuel. Ben, c'est mal pris. On en entend parler quand ça va mal. Ça va être Shannon en Irlande. OK. Ça, c'est des points, des océaniques. Si tu vas plus vers le sud, supposons que tu t'en vas aux Bermudes, tu vas passer au-dessus de New York, et New York océanique va te parler jusqu'à temps qu'ils te disent « appelle la tour des Bermudes ». Donc, il y a toujours quelqu'un qui te parle, et il y a presque toujours quelqu'un qui te voit sur un écran radar. OK, mettons, tu pilotes un Montréal-Paris avec, je sais pas moi, Airbus, peu importe lequel. Sur 100% de ton vol, combien de pourcents tu es en pilote automatique? Un vol transatlantique? 90. OK. Si tu arrives dans le cockpit... Tu chauffes au début, puis tu chauffes à la fin? C'est ça. Et tu vas les voir ensuite, ils vont changer des choses dans le tableau de bord, mais en fait, ils ne parlent pas à l'avion, ils parlent au pilote automatique. Ils vont lui dire, OK, supposons, d'ailleurs, c'est le cas, un avion qui monte devient plus léger.
Ouais. Devenant plus léger, il peut aller plus haut. Allant plus haut, il devient plus économique. Donc, ils vont toujours essayer de monter. Alors, ils sont rendus à 36 000 pieds, puis ils s'aperçoivent qu'ils pourraient aller à 38. Ils vont parler au centre, ils vont dire, on peut-y aller à 38? Le centre va dire, oui, il n'y a rien en avant pour 38. Et là, ils ne vont pas tirer sur le manche pour monter le nez de l'avion. Ils vont tout simplement mettre 38 à la place de 36 sur le bouton de l'altitude. Quand je suis dans l'avion puis je vois un des copilotes ou le pilote jaser avec le monde en avant, moi, je me dis tout le temps, ça ne te tente pas d'aller t'asseoir en avant? Ils ont le droit de sortir du cockpit? Ils ont le droit de sortir du cockpit. Je ne sais pas où est le règlement. Il y a été un temps où, quand un des deux pilotes quittait le cockpit, l'autre devait mettre le masque à oxygène. Au cas de dépressurisation. Mais ils sortent régulièrement, ils vont à la salle de toilette, ils vont chercher un café, ils vont se délasser les jambes. S'ils ont de la parenté dans l'avion, ils vont aller leur dire bonjour. On continue dans la curiosité. Est-ce que les pilotes d'avion mangent la même chose que le monde en arrière? Oui. Autrefois, les deux pilotes ne pouvaient pas manger la même chose. Je ne sais pas où c'est rendu. C'est Agatha Christie qui a fait ça, en empoisonnant un. Oui, c'est ça. Pour éviter l'empoisonnement? Le fameux film, là, Airport, la comédie, il s'empoisonne. Je ne sais pas où s'en est rendu ça, mais effectivement, il n'y a pas une nourriture spéciale pour les pilotes. Je présume sur l'Atlantique qu'ils ont la bouffe de première classe, mais peut-être pas le vin rouge. Les boîtes noires, je te pose des questions de curiosité, sont-ils noires au moins? Orange. Mais pourquoi elles s'appellent les boîtes noires? Bonne question. Ils sont oranges pour mieux les trouver? Ben oui, c'est ça. Ils sont dans la queue, parce que c'est toujours le dernier endroit à être détruit dans le cas d'un accident. Faut-tu s'asseoir en arrière, donc, si on a peur de l'avion? Si on veut survivre à un crash? À cet endroit-là, il n'y a pas de siège. Je ne sais pas c'est où l'endroit où... Toi, tu t'assois où d'un avion, André? Là où ils me disent. Je suis pas... Tu ne penses pas à tomber non plus, de toute façon? Ben, c'est ça, on ne pense pas à ça. Mais les boîtes noires sont oranges pour être retrouvées le plus rapidement possible. Idéalement, s'il y a un feu, aussi pour qu'on les arrose de manière à ce qu'ils ne chauffent pas pour détruire les choses. Autrefois, c'était des rubans. Maintenant, c'est des cartes. Ouais. C'est juste du son, dans le fond, ces conversations? C'est tout ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est une des deux. Il y en a une où c'est des micros qui sont dans le poste de pilotage, qui s'enregistrent. Des fois, il y a 4 micros qui s'enregistrent. Donc, tu entends les communications entre eux, puis tu entends les communications par les haut-parleurs si jamais ils s'en servent. Règle générale, sont sur les écouteurs. Mais il y a une deuxième boîte qui, dans les cas les plus modernes, compute des centaines de données constantes, à toutes les secondes. L'altitude, n'importe quoi. Tout ce qu'il y a de... OK, tout. La pression d'air, le flot de fuel, toutes les données techniques mesurables sont enregistrées. Et on peut, en cas d'accident, revenir à ça, puis prendre les deux en disant, bon, là, ici, on voit que tel moteur a surchauffé, puis là, sur le son, on voit qu'ils n'en ont pas encore. Ah, là, ils viennent d'en parler, pour voir tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a encore des lois ou des habitudes qui sont vieillottes, qui n'ont pas été changées? Je te donne 2 exemples, tu vas peut-être me dire, non, c'est important. Quand on décolle, puis quand on atterrit, il faut relever le banc. Oui. Mais je me suis toujours dit, ça sert à quoi, ça? Ah, c'est parce que en cas d'accident, tu risques moins de te fracasser la face sur ce qui est en avant de toi. Et une autre raison, c'est à l'atterrissage, tu as remarqué qu'il fermait les lumières. Oui, les lumières, mais ça sert. Pourquoi ça? En cas d'accident, les lumières vers les sorties de secours vont s'illuminer. Il faut que tu les vois. Au sol, celles qui sont au sol? Celles qui sont à terre un peu partout. Donc, c'est que si jamais il y a une évacuation nécessaire, ça va être beaucoup plus facile de trouver ton chemin si tu n'as pas les grosses lumières blanches allumées puis que tu ne vois pas la pancarte marquée « Exit ». J'ai peur d'avoir l'air fou avec ça, mais ça ne sera pas la première fois dans ma carrière. Moi non plus. Hein? Mais il y a quelqu'un qui me dit, puis là, je ne veux pas dire comme il me l'a dit, mais je vais essayer d'être que les ailes d'avion sont étonnamment flexibles en vol. Ah mon Dieu, oui. Sans dire que c'est comme un oiseau, là, puis ça lève de 25 pieds, mais jusqu'à quel point, moi, c'est ça que j'ai dit, attends un peu. Là, je dirais qu'à la pointe d'un 747, la pointe de l'aile, il y a un mouvement de plus ou moins 6 pieds. Donc, le gars ne me mentait pas. C'est flexible comme ça. C'est nécessaire. Ben, ça casserait? Ben, c'est ça. Ça casserait ou ça dessoudrait. Mais on ne peut pas voir ça. Ça se passe à la vitesse que ça se passe. Ah, non, tu peux le voir. D'ailleurs, si tu observes comme il faut au décollage, tu vas voir les ailes se remonter au moment où l'avion décolle. Parce que quand il commence à prendre le poids de l'avion qui est plus sur les roues, les ailes travaillent, tu les vois remonter, les bouts d'ailes. Et c'est encore plus évident avec le nouveau Boeing Dreamliner 787, dont les ailes sont en plastique.
Celle qui est comme remontée, c'est ceux-là qui sont remontés? Non? Ben, je ne sais pas ce que tu as vu, là, mais si tu regardes un 787... Je suis pas sûr que c'est le bon, André. Un 787 en vol, il y a quasiment des boudelles vers le haut, là. Oui. Parce que c'est des ailes en carbonique. En fait, c'est pas en métal. Et c'est flexible. La turbulence, c'est la question la plus demandée dans le monde par les citoyens qui ont peur. D'abord, devrait-on avoir peur, puis c'est quoi? Il y a des courants d'air en altitude qu'on appelle le jet stream, par exemple. Le jet stream au-dessus du Canada peut être à 100 000 à l'heure. Donc, si tu as la face dedans, tu viens d'être retardé de 100 000 à l'heure. Et si tu as le derrière dedans, tu viens d'être accéléré de 100 000 à l'heure. Donc, ils essayent de ne pas y être quand ils vont dans un sens et d'être dedans. Et la transition entre de l'air normal et de l'air qui va à 100 000 à l'heure peut pas être smooth. À un moment donné, ça avance. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a les mouvements du vent au sol. Mais c'est pas des poches d'air, tu sais, quand on dit... Poche d'air, non, c'est une expression de poche d'air. De toute façon, je Comme comprends. si on avait frappé un endroit où il n'y avait pas d'air, puis que ça descend. Mais non, c'est parce qu'on a frappé de l'air qui descend ou parce qu'on a frappé de l'air qui monte. Parce que l'atmosphère, regarde, ça brasse autant dans l'atmosphère que dans ta machine à laver le linge. Là. Ça brasse sans arrêt. Là. Tu me disais tantôt, André, que quand on monte, on n'a pas d'air parce que on doit pressuriser la cabine. Mais si on devait... Moi, je fais un lien peut-être qui est malhabile, mais un lien entre les fameux masques. On nous dit toujours s'il y a des masques qui vont tomber. Première question, ce serait les masques. Est-ce que j'en ai pour 15 heures ou ça dure juste 10 minutes? T'en as 15 minutes à peu près, mais c'est parce que c'est le temps que ça va prendre au pilote de descendre à 10 000 pieds. À 10 000 pieds, je vais être capable de respirer tout seul? En cas de dépressurisation, le pilote, il va mettre son masque à lui. Lui, il a un masque pour 1 heure de temps. Okay. Mais toi, en arrière, t'en as pour à peu près 15 minutes. Mais c'est assez. C'est assez pour aller... Si t'es à 40 000 pieds, tu vas descendre comme en ascenseur, ça va descendre en cibole, mais au plus sacrant, on descend, et on descend jusqu'à 10 000 pieds, qui est l'altitude où c'est respirable sans pressurisation. Même si on sait que l'avion est le transport le plus sûr, on dit que mourir dans un accident d'avion commercial, c'est une chance sur 16 millions. Donc, c'est ce qu'il y a de plus sécur pour les grands... C'est une sorte de façon de dire ça, là. Ouais, non. Ouais. Par exemple, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Hein? Il y a un actuaire un jour qui est mort dans un lac d'épaisseur moyenne de 2 pouces. Il est mort noyé. Si on mesure la façon la plus sûre de faire 1 kilomètre, probablement que c'est l'avion. Si on marque le temps, la façon la plus sûre de passer 1 heure, c'est probablement l'auto. Il y a toutes sortes de façons. En fait, l'avion est très sûr. C'est sûr. Mais si, mettons, dans un cas de détresse, là, prenons des exemples extrêmes, mais je sais que c'est arrivé même aux États-Unis récemment, est-ce que c'est, pour un pilote, il y a un moment, est-ce que c'est mieux atterrir ou amérir? Atterrir. C'est plus facile de contrôler au sol? Oui. On a l'impression que l'eau, tu sais... Oui, c'est mou. Ouais. L'eau à 100 000 à l'heure, c'est du béton. Quand Sulzberger, là, le fameux Sully, là, qui est mort à New York, là, qui est allé se poser sur le Hudson, quand il a touché l'eau, les 2 moteurs ont arraché. Puis il allait pas si vite. Ben, pas si vite. Il allait au plus bas, c'est quoi? Avant que ça tombe, c'est 200? Il devait être aux alentours de 105, 110 000 à l'heure. Mais quand il a touché l'eau, les 2 moteurs ont arraché. Puis il a bien pris soin de ne pas sortir les roues. Parce qu'il avait sorti les roues, le nez s'aurait plongé tout de suite. Ça aurait fait un freinage épouvantable. Parlons de détresse encore. Est-ce que c'est pire les oiseaux qu'on frappe ou encore le tonnerre, l'éclair, tout ça, dans une tempête? L'éclair, c'est rien, ça. Zéro. Ça rentre par un bas, ça sort par l'autre. Hein? Mais les oiseaux, ça passe les gros oiseaux. On connaît pas ça, mais ils disent les oiseaux, ça peut faire des dommages épouvantables. Si tu écoutes les fréquences des tours de contrôle, j'écoutais l'autre jour la tour de contrôle de Toronto. On peut avoir ça. Je ne sais pas s'il y a des curieux, mais il existe un site qui s'appelle ATC Feed, F-E-E-D, qui vous donne les contrôleurs aériens partout dans le monde. Tu peux les entendre? Tu les entends, tu entends les avions, tu entends les contrôleurs. Et j'écoutais l'autre jour la tour de Toronto, et à tous les avions qui se présentaient, vous êtes autorisé à atterrir sur telle piste. Prenez note qu'on nous signale des activités d'oiseaux près du seuil de piste.
Ils leur disent. Mais est-ce qu'on les chasse sur les pistes? Je sais qu'à Québec, ils ont un gun au propane qui s'actionne de la tour. C'est que si la tour voit des oiseaux, pisse sur un piton, puis là, il y a du propane qui rentre dans un canon, puis qui donne un coup de canon assez fort. Et apparemment, les goélands savent que c'est le temps de s'en aller à ce moment-là. Mais si un pilote sait qu'il y a des oiseaux, il va tout faire pour ne pas passer dedans. On entend souvent dire, André, qu'un avion avec juste un moteur ou pas de moteur peut voler. Mais moi, j'entends plus parler de crash dans ce temps-là. C'est vrai, ça? C'est vrai pour tous les avions? Un jour, Air Canada achète des Boeing 767, une excellente machine qui vole encore. Et, sauf que c'est nouveau pour les mécaniciens d'Air Canada parce que c'est leur premier avion qui est en métrique au lieu d'être en impérial. Et lorsqu'ils font le plein, ils calculent des litres en gallons. Ce qui veut dire qu'ils pensaient avoir 5000 gallons, il y avait 5000 litres. Ils s'en allaient je me demande si c'est pas de Toronto à Vancouver. On voit tout venir le problème, hein? Et rendu dans le bout de Winnipeg, ça a commencé... Ça a fait un Robert Piché. Ça commence à... Et le copilote, il me semble que c'était un monsieur Quintal. Quintal a dit au capitaine, qui est un monsieur Pearson, il y a Gimli en face. Moi, c'était une base militaire autrefois. J'irai là. J'ai travaillé là. C'est là que j'ai fait mon training comme pilote dans l'aviation militaire. Gimli. Les autres savent qu'il n'y a plus de gaz ou c'est déjà il n'y a plus de gaz? Les moteurs sont arrêtés, ils planent. Ils planent. Il est à 30 000 pieds, puis il plane. Il sait que... Tu peux juste planer, André. Rendu là, quand tu n'as plus de gaz, rien, tu ne peux plus rien faire. Il ne peut pas remonter, ça, c'est certain. Mais il s'agit de négocier avec le poids de l'avion et sa vitesse la meilleure distance. Je me demande s'ils ne disent pas 1000 par 1000 pieds. Quelque chose. Selon hauteur. OK. Alors là, il se dit, on ne peut pas aller à Winnipeg, on ne peut pas aller ici, on ne peut pas aller là. Il reste ça. Mais il y a Gimli en avant. Et il y a un épisode extraordinaire de la série Mayday qui a été faite là-dessus, qui s'appelle The Gimli Glider, le planeur de Gimli. Et Pearson a réussi à atterrir sur une piste désaffectée qui était devenue une piste de course de drag. Ben voyons. Il a atterri là-dessus pendant qu'il y avait des parties. Il y avait un festival de drag. Puis lui, il n'y a pas de klaxon, puis il n'y a pas de moteur. Donc, il s'en vient dans le silence. Un avion gigantesque qui va atterrir sur la piste. Il y a des enfants en bicyclette sur la piste. Il a réussi à poser son avion. Il a réussi à ne pas blesser personne. Et il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, c'est que les bureaucrates d'Air Canada ont blâmé le pilote de ne pas avoir vu et il était sur le point de les suspendre, les deux gars, quand la communauté internationale de l'aviation leur a donné des médailles, puis tout ça, puis là, Air Canada a reculé. Et il y a 2 ou 3 ans, le Boeing 767 en question a été mis à la retraite et envoyé à la scrap en Arizona. Et pour le dernier vol de cet avion-là, on a ressorti M. Pearson de sa retraite, on l'a assis en première classe et on l'a envoyé porter son planeur en Arizona. Et les contrôleurs aériens de Toronto ou Montréal jusqu'en Arizona ont convenu que le nom de ce vol-là, ça ne serait pas Air Canada 422 ou ça serait The Gimli Glider is cleared. Juste une question de curiosité, André. Quand les moteurs ne marchent plus, il n'y a plus de gaz, puis l'avion doit planer, est-ce que tous les systèmes marchent pareil? Il n'y a plus rien qui marche dans l'avion? Il n'y a plus grand-chose qui marche. Sauf une base, peut-être? Dans le cas du 767 de Gimli, beaucoup d'avions ont, et je me demande si Sully ne l'avait pas lui aussi, un espèce de ventilateur qui se déploie sous l'avion en urgence, avec une hélice, une hélice qui tourne, et en tournant, va donner un peu d'électricité et un peu d'hydraulique pour le minimum, avoir là, quand même un minimum de contrôle. Oui.
C'est ma dernière question quand même, c'est un beau tour. Moi, j'adore. Avec les nouveaux avions, c'est une question un peu hypothétique, mais mettons les nouveaux avions, puis tu as une situation critique, assistance constante, mettons, parce que les communications vont bien, mais on doit atterrir un avion, puis c'est pas... Les pilotes, mettons, sont plus là. Là, je me sens à l'extrême total. T'es mort. OK, il n'y a rien à faire. Je peux pas demander à quelqu'un si qui... Si t'as pas de pilote même dans si l'avion... c'est techniquement puis informatique. Non. OK. Non, fais ta prière, bonsoir. Même dans le film, il y a une poupée gonflable à un moment donné qui prend une commande. Mon instinct à moi me ferait dire que si t'es dans un Boeing ou un Airbus puis que les deux pilotes sont morts, t'es mort. As-tu l'impression que ce que t'as partagé comme plaisir de l'aviation à ton fils l'a amené là, ou c'est complet? Ça t'a surpris qu'il s'en aille là? René? Lui seul pourrait répondre à cette question-là. Mais je t'avouerai que quand il était petit garçon, et j'avais un vieux Jeep 77 Toyota, dans le temps où c'était des vrais Jeeps, et il était petit garçon parce que j'avais pris son banc d'enfant et je l'avais fixé en permanence sur le siège du passager du Jeep à côté de moi. Et quand on allait faire des tours d'auto, il me demandait souvent d'aller à l'aéroport et on allait sur la route Jean-Gauvin. Oui. Au bout de la piste la route de terre, 24. Là. Oui, au bout de la piste 24 et à l'entrée de la piste 6. On allait là et on regardait les avions atterrir j'ai toujours eu un petit radio pour les entendre. Et je me souviens que René était intéressé par ça. Un jour, il a voulu faire de la radio jusqu'à temps qu'il rencontre ce qu'il y avait de pire comme patron, qu'il l'a guéri de la radio. Et il avait commencé en amateur à faire de l'aviation. Il avait son brevet de pilote. Et quand il a vu que la radio, c'était juste une façon d'être pauvre, c'est ainsi, il est parti chez Grondère dans la Beauce, à Saint-Frédéric, où il a fini ses données commerciales, vol aux instruments, vol multimoteur. Et il a commencé à faire du taxi pour Grondère. Il a même été le pilote de Jean Charest à un moment donné. OK. Des avions plutôt privés, ceux-là? Pardon? Plutôt privés, ces avions-là? Oui, c'est des avions qui appartiennent à Grondère et qui existe encore, une compagnie merveilleuse. Une des seules compagnies au Québec à être propriétaire de son aéroport. Et après ça, il est allé travailler dans l'Arctique sur les ambulances aériennes. Il était capitaine sur les ambulances. Tu sais, ceux qui disent qu'ils vont au sud, mais qui s'en vont à Yellowknife. Est-ce qu'il va à la vue dans le Grand Nord? Ils ont un peu d'instruments, mais c'est surtout à vue. Et, oui. Mais tu apprends quand même de ça. Mais c'est aussi une région où tu fais du vol de nuit avec des lunettes fumées. Où tu fais du vol de jour à noirceur. OK. 12 heures, 20 heures. C'est bon, okay, ça. Bon. Et de là, après avoir... Il a travaillé quelques années comme capitaine sur les ambulances aériennes dans l'Arctique. Puis là, regarde... C'était de la vraie aviation. Il s'en ennuie encore, je pense. Il le dit, en tout cas. Puis après ça, il est entré chez WestJet. Est-ce que c'est un rêve? Après ça, tu veux toujours aller plus gros ou ça dépend? C'est-à-dire que la carrière implique que tu veux avancer. Oui. Et pour avancer, ce qui fait foi de tout, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui rêvent de faire de l'aviation, ce qui fait foi de tout, c'est le numéro matricule. Comme dans la police. Ton numéro de badge, ça veut dire que tu es arrivé avant celui qui a un plus gros que toi, puis tu es arrivé après celui qui a un plus petit que toi. Même chose dans l'aviation. Donc, à un moment donné, là, actuellement, il est premier officier, c'est-à-dire copilote sur les Boeing 737. À un moment donné, WestJet va dire, on veut 30 candidats pour être capitaine. Ils vont aller voir les 30 sur la liste. Puis s'il est dans la liste, ils vont y offrir. Il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non. Mais sa capacité d'avancement va toujours dépendre de son numéro d'ancienneté. Merci, André. À bientôt. Merci. Merci de m'avoir invité. Puis à ceux qui écoutent, merci de m'avoir enduré.